Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, bien sûr. Le thème ce soir, c'est celui des small caps, des petites capitalisations européennes et des opportunités 2024 qu'on peut trouver à travers ce segment de marché. C'est Franck Sabat qui est à mes côtés pour en parler, responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg. Bonsoir et bienvenue Franck. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous expliquer effectivement ce qui peut être ou ce que peuvent être des opportunités en 2024 dans ce segment des petites et moyennes capitalisations boursières au niveau européen. C'est ce que vous regardez comme univers, Franck, sachant, et c'est pas un secret de polichinelle, sachant que le sentiment a été très négatif jusqu'à présent vis-à-vis de cette classe d'actifs, si je la considère comme une classe d'actifs, j'allais dire peut-être jusqu'à la fin d'année 2023, où il s'est quand même passé des choses plus positives en termes de price action, de prix de marché notamment. Complètement. Je pense qu'on a eu 2 années compliquées. Ça démarre en novembre 2021 et ça va jusqu'à octobre 2023, où sur les small caps Europe, c'était pas le sujet. Il y a eu 2 pics là-dedans. Il y a eu le janvier 2022, la remontée des taux. Et là, il y a eu une sanction assez brutale, je dirais. Et l'été dernier, de août, et puis ça a perduré jusqu'à octobre, de nouveau, là, c'était plutôt les taux réels et qui ont entraîné les small caps encore à la baisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu cette idée globale de se dire les taux remontent, les small caps sont endettés, on attend peut-être une récession, donc elles vont souffrir. C'est le cas pour pas mal de sociétés. C'est pas si simple en fait. En gros, en Europe, il reste beaucoup de small caps. En tout, c'est 6500 titres qui sont listés. La plupart, c'est des petites sociétés. Et là-dedans, c'est pas du tout homogène. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire, en fait, restons concentrés sur les fondamentaux, ce qui n'a pas fait le marché l'année dernière, ni l'année d'avant. Mais par contre, et on l'a vu en novembre et décembre, exactement ce que vous disiez, il y a eu un énorme rebond, là, très rapide. Et pour le moment, pas trop de diversification, mais on voit que ça a été un peu général comme rebond, c'est ça. Ouais. Pourquoi on se dit qu'aujourd'hui, il y a une opportunité peut-être plus marquée ? En gros, si on regarde les small caps en Europe, sur 25 ans, c'est le moteur de l'économie européenne. Donc elles font mieux que ces large caps structurellement. On a eu 2001, on a eu 2007-2008, 2022-2023 où elles ont souffert. Est-ce qu'elles peuvent souffrir encore ? Bien entendu, mais il y a quand même eu un gros de-rating, une grosse baisse de valorisation. Et ces sociétés, dans cet univers hyper large, il y a des sociétés qui restent hyper solides et honnêtement qui font un peu rêver. Ah ouais. Concrètement. Ouais, c'est des pépites, enfin ce qu'on appelle des pépites dans le jargon boursier, Franck. Certes, vous dites, elles pâtissent d'une mauvaise image, et sans doute à raison. Il y a du levier, il y a un aspect cyclique, etc. Mais à côté de ça, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours de la surperformance, il y a toujours des histoires familiales aussi qu'on retrouve dans cet univers-là, etc. Ces moteurs-là, ils n'ont pas craqué. Enfin, je veux dire, les moteurs structurels de ces marchés, ils sont toujours là. C'est une question qu'on peut se poser après 2 ans quand même très compliqués, comme vous dites. C'est une bonne question. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, alors il y a des sociétés qui n'ont jamais été profitables, qui ne le seront jamais, qui ont du levier, qui doivent se refinancer avec des taux à 4-5%, voire 8%, en fonction de leur santé financière. Celle-là, ça va être compliqué. De l'autre côté, il y a des sociétés qui n'ont pas de dette, on parle de zéro d'endettement, qui ont du free cash flow, qui ont de la croissance au-delà de 10%, des retours sur capitaux au-delà de 15%. Et donc ces sociétés-là, en gros, nous on s'attend à ce qu'elles continuent à performer, à ce qu'elles continuent à délivrer. Et effectivement, ces sociétés-là, on ne les trouve pas partout. En gros, on va les trouver dans la tech, dans la santé et quand même dans l'industrie, cette industrie qui innove parce qu'il y en a toujours. Vous parliez juste avant des semis. Bien sûr. Je vous donne un exemple. Alors, on connaît tous les ASML en Europe. Dans la même logique, il y a Besi qui a pris un rallye important. Là, je reviens en Suisse. J'y étais encore ce matin. Il y a une société qui s'appelle Comet, qui est à Berne, donc à la capitale. Ça fait 80 ans qu'ils sont dans la technologie, dans l'innovation. Aujourd'hui, la fabrication d'un semi-conducteur, c'est hyper complexe et ça passe par énormément d'étapes. Donc, on a les très connus, on en a parlé. Puis, il y a cette société... Eux, ils sont spécialisés dans la radiofréquence. Alors, rien de musical là-dedans, c'est vraiment un système assez complexe pour créer ces couches de semi-conducteurs. Du fait de ce positionnement et de leur position dominante, ils ont fait x2 en quelques années sur cette activité de leur business. Okay.
Et c'est là où on se dit, et pourtant, est-ce que cette société-là, elle a fait x2 en bourse? Pas du tout. Non. Elle a souffert comme les autres. Et c'est là où on se dit que ces sociétés-là, qui sont bien gérées, où il y a de la qualité, qui aujourd'hui, Comet, ils doivent avoir un tiers de leur marché sur cette activité-là. Et ils sont en train d'étendre à l'étape d'avant. Donc il y a l'étape qui permet de contrôler les radiofréquences, et puis il y a l'étape qui permet de générer les radiofréquences. Et du coup, concrètement, on s'attend à ce qu'elle continue à développer, à innover. Cette société-là, personnellement, on se dit qu'il faut l'avoir. Donc ça va faire partie de la sélection. Ce qui manque pour révéler la valeur de ce genre de pépites, c'est des flux, Franck. Ça, vous considérez qu'à un moment, oui, il faudra revenir et que des grands allocataires vont même peut-être se dire que c'est risqué de ne plus avoir de small cap dans une allocation ou dans un portefeuille global? Alors c'est la question à 1000 points, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que l'année dernière c'était complètement drivé par quelques sociétés en Europe et encore plus marqué aux États-Unis. Ça, c'est quand même difficile de se dire que sur les 3, 5, 10 prochaines années, on va construire des portefeuilles avec 7 d'un côté et 5 de l'autre. Donc, nous, on pense que c'est assez sain, en fait, d'amener cette diversification. On revient sur les bases. Mais en fait, le marché jusqu'à quasiment fin octobre n'était pas du tout sur les fondamentaux. Donc oui, on pense qu'il va y avoir de l'intérêt. L'autre chose qui est une réalité, les taux sont de retour. L'obligataire paye. Avec ou sans risque, on l'a vu, c'est pas si simple. Mais concrètement, la partie risquée du portefeuille, donc la partie action, logiquement, on devrait aller chercher ce qui doit, en bénéfice par action, générer plus. Et ces sociétés-là, elles ont des croissances DPS, à 10, 15%. Et donc ça, on pense qu'à un moment, on va avoir ce retour, ce flight to quality, retour sur les fondamentaux. Et donc ces sociétés comme Comet ou comme Ambu ou comme d'autres, elles devraient bénéficier de ce mouvement. C'est quoi? Dès que les investisseurs globaux auront un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer, sur la conjoncture, les baisses de taux, les banques centrales, etc. Là, ça réouvre la voie pour justement la diversification à travers d'autres actifs. Le driver, c'est les taux. Une fois qu'on aura un peu plus de lecture sur ces taux, et puis a priori tout le monde s'attend. Oui, une détente. Effectivement, ça rebaisse. Là, ces sociétés-là devraient un peu structurellement bénéficier de ce mouvement-là. On l'a vu novembre-décembre de l'année dernière, c'est des titres qui ont fait plus 25, plus 30 ou plus. Oui, le rallye small cap fin d'année, il a été puissant. On a vu des grosses variations. Exactement, mais on n'a pas eu encore la différence. La discrimination. Exactement. Les bons performeurs. Les bonnes valeurs. Exactement. Et l'ensemble du marché. Et donc, c'est là où on se dit qu'il y a énormément de sociétés en Europe qui permettent de faire la différence. Mais il ne faut pas prendre le tout. Non, je comprends. C'est stock picking, sélection de valeurs. Et encore plus, j'ai envie de dire, dans un univers small et mid cap, effectivement, moins couvert d'ailleurs aujourd'hui par les analystes. Enfin, il y a tous ces phénomènes structurels aussi qui peuvent expliquer. Vous avez cité Comet en Suisse, et c'est bien, saluons l'industrie suisse. La Suisse est un grand pays industriel, il faut le rappeler, évidemment. C'est quoi une autre pépite pour vous aujourd'hui en Europe, en fait, Franck? On avait vu, sur les semis, on avait vu 2022 qui avait été compliqué jusqu'à début 2023. Et après, ça s'était plutôt bien reparti avec l'intelligence artificielle. Dans la santé, si on change un peu de secteur, il y a eu plutôt un décalage. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient bénéficié complètement du 2020-2021. 2022, c'était encore bien parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement et donc il y avait eu trop de commandes. 2023, il y a eu la compensation vraiment. Donc ces sociétés qui avaient peut-être survendu sont retrouvées en fait avec un effet de base. Un contre-coup énorme. Exactement, une correction sur ces ordres. Si on prend un exemple hyper concret, je m'écarte un peu de la Suisse, même si oui. Et on va au Danemark. Il y a une société qui s'appelle Ambu. On est dans la santé. Là, c'est vraiment le cœur de la santé. En gros, aujourd'hui, dans les opérations, il y a les endoscopes, donc qui permettent d'aller analyser, avec un système de vidéo, analyser ce qui se passe dans le corps humain. Et il y a autant d'endoscopes que de spécialités médicales. 95-95% du marché aujourd'hui, c'est des endoscopes qui sont réutilisables. Donc, je l'utilise sur un patient. Nettoyer, désinfecter, etc. Bien sûr, stériliser. En espérant qu'il marche encore, sinon je dois le renvoyer en révision. Et puis, je le réutilise. Ça marche. Il y a quelques gros acteurs qui dominent ce marché-là. Ambu
eux, ils sont avec cette idée depuis 2009 de dire nous, on va faire du usage unique. D'accord ? C'est quoi l'idée ? C'est la même chose, même qualité, voire même peut-être améliorer la qualité de l'examen. Par contre, on n'a plus ce problème de se dire tiens, il faut que je stérilise, il faut que j'ai un process, il faut que j'ai du personnel qui s'occupe de l'étape d'après. Et du coup, on réduit le risque en fait d'infection lié à cet acte qui est assez invasif quand même. Ouais. Donc en bout, ils ont commencé avec un modèle et puis progressivement, ils sont en train d'étendre ça à d'autres spécialités médicales. J'entends. Pourquoi on pense que ça marche ? Parce qu'aujourd'hui, ces endoscopes single use, c'est 5% du marché. Du coup, et ça réduit quand même le risque d'infection. On l'avait vu dans le Covid, personne ne savait trop où c'était. Et donc, on avait plutôt intérêt à prendre quelque chose qui n'allait pas être passé d'un patient à l'autre. De manière structurelle, on pense que ce single use, il est plutôt bénéfique et il va permettre d'amener de la simplicité dans le côté médical. Ouais. En bout, ils sont leaders là-dessus, ils sont pionniers là-dessus. Et c'est pour ça nous, on a tendance à les accompagner. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé sur le titre, sur le titre, ça a été un massacre. Un massacre. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui c'est tentant ? Oui, mais il y a 5 ans aussi, on trouvait que c'était tentant. Ouais, je comprends. Donc l'idée, en fait, c'est très très difficile peut-être sur les small caps Europe de se dire tiens, je vais faire du market timing. Aujourd'hui, on regarde les valos de façon globale, on est sur des points. Ah oui, la croissance qualité est plus chère. Oui. Mais on reste sur des points bas sur les 10 ans, que ce soit en relatif ou en absolu. Et concrètement, ces boîtes-là, que ce soit en bout, un Comet ou 100 autres sociétés qu'on peut trouver, elles font la différence. Elles font la différence, elles sont leaders dans leur marché au niveau mondial, elles ont la capacité à innover, elles continuent à investir, et quand on regarde vraiment le bilan de ces sociétés, c'est hyper clean. Donc c'est un peu ce qu'on... Il y a un truc très asymétrique, là, vous dites. Oui. Effectivement, qu'il faut quand même regarder. Après, la question du timing et de la variation du sentiment du marché des investisseurs vis-à-vis des small caps, c'est une autre histoire. Mais bon... Mais il y a beaucoup d'opportunités dans ces marchés de small cap aujourd'hui, et on verra si 2024, on parlait de la Chine aussi dans l'émission, est-ce que 2024 sera le retour justement de ces segments de marché qui ont été délaissés, désertés même par les investisseurs ces derniers mois et ces derniers trimestres. Merci beaucoup Franck, merci d'avoir été avec nous pour évoquer ces opportunités 2024 dans le monde des petites et moyennes capitalisations boursières en Europe. Vous êtes responsable du développement des activités de gestion d'actifs chez Berenberg.